Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review sur le chapitre 954. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre les mardis soirs à 21h30 pour des lives One Piece, enfin plutôt manga. C'est des lives structurés, on a appelé ça OP TV, il y a du débat, du quiz, des guests, des infos et on parle de plusieurs mangas chaque semaine. C'est vraiment un format intéressant. Je voudrais aussi vous remercier car on vient de dépasser la barre des 5000 abonnés, et à cette occasion, on va commencer par faire cette première FAQ. Donc je vous invite à me mettre en commentaire les questions que vous souhaitez me poser pour cette FAQ des 5000 abonnés. Merci à ceux qui vont participer. Ce chapitre est vraiment cool. Il y a quelques petits éléments qui me dérangent personnellement, mais on en reparlera plus tard. Mais globalement, il est pas mauvais. Oda a accéléré dans ce chapitre, tout se passe très vite et il se passe plein de choses. On commence le chapitre à Ringo avec Zoro, Kawamatsu et Iori. Celle-ci propose à Zoro de lui confier Enma et en échange celui-ci devra rendre le Shusui. Elle explique que son père utilisait une technique Nitoryu et qu'avant son exécution, il a confié ses deux sabres à ses deux enfants. Elle a reçu Enma et son frère Ameno Abakiri. Ça semble être un élément qu'Oda a rajouté récemment car comme Rim de mon serveur me l'a fait remarquer, lorsqu'on a vu Oden au début de l'arc et lorsqu'on l'a vu combattre Ashura Doji, celui-ci n'utilisait qu'un seul sabre. Donc Oda a rajouté cette histoire de deux sabres récemment pour donner un sabre à Zoro. Ça ne devait clairement pas être dans ses plans au début de l'arc. Cette histoire pose tout de même un problème, qui est que de toute façon Zoro est illégitime à recevoir ce sabre, même si c'est en échange de Shusui. Et ça, Kawamatsu nous le fait comprendre en disant à Iori de ne pas le donner à Zoro, de ne pas donner cet héritage d'Oden. Zoro est clairement illégitime à le recevoir, c'est pourquoi je pense qu'à la fin de Wano, il ne prendra ni Enma ni le Shusui. Il prendra pour moi la lame que possède Luffy, et en fera une lame noire. On nous a dit plus tôt dans l'arc qu'une lame d'apparence normale peut devenir une lame noire, et ça grâce au sabreur, et Oda nous a pas mis cette information pour rien. En faisant qu'il récupère le Nindai Kitetsu et qu'il le rende noir, il nous montrera que c'est le sabreur qui fait la lame, et pas la lame qui fait le sabreur. Mais il reste cette histoire de lame d'Oden. Pour la symbolique, c'est sûrement cette lame qui tranchera Kaido, pour venger Oden. Beaucoup pensent grâce à cet élément que c'est Zoro qui vaincra Kaido. C'est possible, car tout est possible dans One Piece. Mais je verrai plus Luffy le faire. Et pour ça, je verrai bien Zoro échanger sa lame avec celle de Luffy pendant l'arc. Molo de mon serveur m'a parlé de cette possibilité. Il pense que Luffy pourrait récupérer ce sabre, mais vu que celui-ci n'a ni le temps ni les connaissances dans ce domaine, il est normalement de base incapable de tirer le meilleur de cette lame, et trancher Kaido. Mais il pense, et je suis d'accord avec lui, qu'on pourrait, grâce à Moria, avoir un retour du Nightmare Luffy dans l'arc, si celui-ci arrive avec Teach. On en parlera plus tard dans la vidéo. Zoro accepte l'offre d'Iori, c'est dommage qu'Oda soit allé vite sur la réflexion qui l'amène à ce choix, mais il va certainement vite pour mettre fin à cette partie, à cet acte. Par la suite on va à la capitale des fleurs, dans la prison, un autre combat s'est déroulé hors champ, encore une fois. Par contre là j'ai clairement la haine, il s'agit de celui qui a conduit à ce que Basil Hawkins soit dans un état aussi lamentable. Il est scindé en deux, on dirait Tsunade après le combat face à Madara. Celui-ci, une fois au sol, raconte à Law qu'ils se sont fait avoir lui et Kid. Il explique que Scratchman Apoo était déjà sous les ordres de Kaido au moment où il les a rencontrés, donc c'est certainement lui qui a guidé Kaido jusqu'à ces deux-là. C'est un peu le Littlefinger des Supernovas pour ceux qui ont vu Game of Thrones. On a enfin la suite de la scène où Kaido arrive face à eux, il leur dit « Si vous souhaitez devenir mes subordonnés, alors je vous accueillerai les bras ouverts ». Ça fait penser à la fameuse scène du chapitre 552 dans laquelle Barbe Blanche se dresse face à Ace de la même manière et lui dit « Ça serait du gâchis si tu devais mourir. Si tu as toujours le courage de te battre, prends mon nom, arbore-le fièrement sur ton dos et sévis sur les océans jusqu'à satiété. Deviens l'un de mes fils. » Le rapport aux subordonnés n'est clairement pas le même, mais il y a un clin d'œil pour moi. Bref, Hawkins continue sa déclaration, et il dit que ses chances de victoire et de fuite étaient clairement de 0%, et que sa seule chance de survie passait par la soumission. Il n'a donc pas cherché à aller combattre et s'est soumis directement, contrairement à Kid et Killer qui se sont battus jusqu'à la fin, mais Kaido ne les a pas achevés. Il les a gardés pour les briser et en faire de futurs subordonnés contre leur gré. Hawkins ne pense pas que Kid ait pu survivre jusqu'à maintenant, il l'imagine mort actuellement. Leur retrouvaille peut vraiment être intéressante, car il verra où le courage de Kid l'a amené. Bref, quelqu'un a libéré Law, la logique voudrait que ce soit Diaz Drake car il semblait être intéressé par l'alliance Law-Luffy quand il l'avait vu la première fois, mais si on nous cache l'identité de cette personne, alors que tout le monde pense que c'est Diaz Drake, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un d'autre, ou peut-être pour semer le doute. Il est possible que ce soit lui, et il est possible que ce soit un autre personnage de Wano comme Kyoshiro, même si la façon dont Law s'adresse à cette personne est un peu trop familière à mon goût. Il y a vraiment un gros point d'interrogation sur l'identité de cette personne. Mais si c'est Diaz Drake, il ne faut pas exclure l'hypothèse qu'il ne soit pas réellement pirate, et qu'il soit toujours avec le GM. Et si c'est Diaz Drake, on aura peut-être la réponse au pourquoi Law s'adressait d'une manière si familière à lui sur Sabaody. Était-il en contact depuis ce jour-là, ou même avant?
C'est possible. Law est-il actuellement un traître? Je ne pense pas. Mais si ça arrive, ce serait vraiment extraordinaire. La phrase de Hawkins suggère que c'était un traître et qu'il a changé d'avis. C'est ce que beaucoup pensent. Mais il est aussi possible qu'il fasse référence au fait que l'objectif de Law de base était surtout de vaincre Doflamingo. Ou il est possible que Law avait une alliance avec un autre pirate qu'il a omis de préciser au Mugiwara. On retourne par la suite à Udon, Luffy continue son entraînement. Il ne reste plus que 5 jours avant l'attaque sur Onigashima. Il restait 7 jours au début du chapitre, donc on a fait un bond dans le temps de 2 jours, ce qui a permis à Zoro de rejoindre Kinemon à Kuri. Kinemon coordonne les équipes depuis Kuri, il envoie Franky remettre les bateaux à neuf au port d'Itachi, des Wano Kuniens, des Minks et Usopp vont travailler ensemble pour les remettre en état, à Ringo il prépare les lames, à Udon, Yogoro et les autres se préparent, tout comme à Kibi, ils sont actifs sur plusieurs régions, et Kinemon supervise tout ça depuis Amigasa. Là-bas, Nami lui demande ce que signifie le nouveau symbole, et il lui explique que le serpent de base représentait le serpent du Habu, qui donnait l'emplacement du premier point de rencontre. Et il explique que Yasue, à travers ce dessin, a fait en sorte que ce serpent soit devenu un lézard, ce qui fait référence au port d'Udon. Yasue, à travers ça, a changé l'emplacement du point de ralliement, faisant en sorte que ça soit dans la zone qu'ils viennent d'acquérir. Bon, ça semble un peu bizarre qu'il ait choisi Udon, alors que la prison n'avait pas encore été prise par Luffy et les autres à ce moment-là. Rappelons qu'il avait été tué avant, et qu'il n'était pas censé à ce moment-là savoir que Luffy allait prendre la prison. D'ailleurs, il n'a jamais été censé le savoir, vu qu'il était mort avant que ce soit fait. Donc là, je ne comprends pas trop ce choix d'Oda. C'est pas vraiment une incohérence, mais c'est un très gros hasard. Une petite facilité. Ils se préparent tous, Zoro, Sanji sont présents au même endroit, mais ils ne s'adressent pas la parole. Hâte de les voir échanger. Hâte de voir Sanji parler de sa prime, et du fait qu'elle dépasse celle de Zoro. Kinemon dans ce chapitre explique qu'il y a 2 façons d'arriver sur Wano, et un petit schéma du pays de Wano accompagne cette explication. C'est vraiment intéressant de voir comment cette île fonctionne, et ça pourrait être une occasion de remettre en avant le côté cartographe de Nami, qui je le rappelle doit cartographier le monde de One Piece, chose qu'on n'a pas vu Nami faire depuis des centaines et des centaines de chapitres. Bref, la première méthode est de remonter la cascade. La deuxième est de passer par des cavités derrière la cascade et de remonter grâce à des gondoles pour arriver sur un port au sud de Wano. Il nous explique que cette option est envisageable avec la permission de Kaido ou d'Orochi. Vu ce qui se passe en fin de chapitre, c'est certainement comme ça que l'équipage de Big Mom arrivera sur l'île. On nous illustre cette façon d'arriver sur l'île par l'arrivée d'Apu, qui arrive à Akumai. Il appelle Kaido à son arrivée, et ce qui est intéressant c'est que celui-ci appelle Kaido Kaido-san, et plus Kaido-sama comme il avait pu le faire au chapitre 821. Sa façon de s'adresser à lui a totalement changé. Soit Oda à l'époque du 821 ne voulait pas réellement faire de Kaido une bête, soit il ne voulait pas faire de Apu une personne aussi proche de lui car c'est un peu plus familier que Sama, soit à l'époque Apu ne savait pas que Kaido était une bête, malgré le fait qu'il soit censé être à ses ordres depuis un certain moment. Bref, Kaido dit à Apu « Quoi ? Toi aussi tu es revenu assister au banquet ?» Ce à quoi Apu répond qu'il ne pouvait pas rater cette fête. Il a l'air d'apprécier sa position de subordonné, et a l'air de bien connaître cette fête, donc c'est peut-être pas la première fois qu'il y participe, ce qui suggérerait qu'il soit dans l'équipage de Kaido depuis plus d'1 an vu que c'est une fête annuelle, soit il en a entendu parler par quelqu'un d'autre. On voit 2 enfants regarder vers sa direction et parler. À vrai dire, on ne sait pas s'il parle d'Apu ou des gens qui sont à proximité de lui, mais il se demande si les silhouettes qu'il voit sont celles des Numbers de Nigashima. J'opterai personnellement pour cette option. On a un retour sur King et sur Queen à ce moment-là, au moment où les enfants parlent des Numbers, et King dit « On dirait que les Numbers sont rentrés ». Queen ajoute qu'ils ont des problèmes d'alcool et indique qu'il ne les apprécie pas forcément. Ça a l'air d'être une unité particulière dans l'équipage, différente des Calamités ou de l'unité de Diezrek. Vu qu'ils ont des problèmes d'alcool, tout comme Kaido, celui-ci les a peut-être à la bonne, et fait qu'ils fonctionnent indépendamment de la hiérarchie de l'équipage. C'est une possibilité. Pour Molo de mon serveur, c'est des références aux kaiju japonais comme Godzilla. Ça serait une référence aux kaiju qui auraient muté. Ces bêtes auraient muté à cause de la pollution sur Wano Kuni. Personnellement, en regardant l'image, je me suis demandé à quoi ça me faisait penser, car en regardant les monstres et les enfants qui les observaient, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que ça me faisait penser à quelque chose. Et ce quelque chose est un album illustré pour enfants de Maurice Sendak, publié en 1963. Il s'agit de Max et les Maxi-Monstres, nommé en anglais Where the Wild Things Are. Désolé pour l'anglais. Ce livre parle de l'histoire de Max, un enfant déguisé en bête, qui a été envoyé au lit sans dîner par sa mère à cause de ses bêtises. Et dans sa chambre, grâce à son imagination, il est parti en voyage au pays des Maxi-Monstres. Là-bas, il fit la rencontre de monstres horribles, de bêtes effrayantes qu'il a soumis par son regard, ce qui a fait de lui le roi des Maxi-Monstres. Cette histoire peut faire penser à Kaido qui aurait soumis ses bêtes grâce à son Haki des rois, faisant sens avec le fait que Max les ait soumis par son regard dans ce livre.
Le fait que ce fameux Max devienne le roi des maxi-monstres peut faire penser au fait que Kaido est considéré comme étant la créature la plus puissante, le capitaine de l'équipage aux 100 bêtes, la bête au-dessus des autres. De plus, on apprend dans cette histoire que Max a organisé une fête dite épouvantable, ce qui fait penser à la fête que prépare Kaido. Celle-ci a duré plusieurs jours et les maxi-monstres y participent, tout comme les Numbers de Kaido vont participer à sa fête. Il y a clairement moyen qu'Oda fasse une référence à ça. Le fait que l'équipage de Kaido fonctionne comme un jeu de cartes rend cette théorie encore plus crédible, car en dessous du roi, de la reine et du valet, il y a des chiffres, des numéros, et il y en a une dizaine, et ces dizaines de numéros pourraient être les 10 Numbers, et ces 10 Numbers représenteraient les 10 maxi-monstres. L'un a une tête de chèvre, un autre une tête de taureau, un autre des jambes écailleuses et des cornes, un autre ressemble à un oiseau, etc. etc. Pour moi, c'est clairement une référence. Sur sa page Wikipédia, il est dit qu'il est considéré comme étant l'un des plus grands classiques de la littérature de jeunesse. Étant donné que certains livres comme Vic le Viking ont inspiré One Piece, il est possible qu'Oda y fasse référence. Surtout que celui-ci est très populaire. Il y a déjà des références à ce livre dans Les Simpsons ou dans le film Labyrinthe et dans plein d'autres œuvres. Bref, Kaido et Big Mom arrivent bras dessus bras dessous, et ils disent que la nuit du festival sera la nuit de leur anniversaire. Bon, comme pour Hawkins et Law, je suis dégoûté que ça s'est fait hors champ. J'aurais aimé voir ce combat, et je pense que la majorité d'entre nous aurait voulu le voir. Mais bon. Ils ne se combattent plus, mais forment une alliance, en vue de conquérir le monde. Oda crée réellement un enjeu sur cette île, ce qui manquait jusqu'à là, parce que l'équipage de Kaido n'était pas à la hauteur. Il n'était pas à la hauteur de la menace qui s'opposait à eux. Il y avait trop de personnages importants qui pouvaient s'associer et les renverser. Maintenant que Kaido et Big Mom sont alliés, ça change la donne. Ils sont clairement en position de force. Je dirais même qu'ils le sont trop. Et pour rééquilibrer les forces, Oda n'a pas mis l'option. Soit il ramène Shanks, et il le met dans le camp de Luffy, soit Kaido et Big Mom devront lutter sur deux fronts, avec l'invasion des Mugiwara, des Minks et des Supernovas ainsi que des Wano Kunier d'un côté, et de l'autre l'invasion de la marine ou de Teach. En parlant de Teach, s'il vient à Wano avec Moria, Rimdog de mon serveur m'a montré qu'au chapitre 953, on nous parle de morts qui ont été congelés, et ça dans la région froide. C'est des corps qui n'ont pas pourri, et qui sont en bon état. En tout cas, dans le même état que le corps d'Oz. Donc c'est une mine d'or pour Moria. Il pourrait ramener ses corps à la vie grâce à des ombres. Il a des centaines de corps à sa disposition pour créer une grosse menace pour Kaido sur l'île. Malgré le fait qu'il y ait du hors-champ et quelques petits éléments qui me dérangent, ce chapitre est vraiment hypant, et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de liker si elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de ce chapitre, des différents points que j'ai abordés dans la review, ainsi que des questions par rapport à la FAQ. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description, à venir voir le live Opay TV mardi prochain, et moi je vous dis à la prochaine, ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe.